Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Excellences, mesdames et messieurs, un plaisir et un privilège d'être des vôtres aujourd'hui, cet après-midi, dans cette belle ville de Tanger. Tanger, ville de paix, ville d'ouverture, ville internationale, ville aussi de contact et de lien entre notre continent, l'Afrique et le monde, dans ce beau pays qui est le Royaume du Maroc, qui est aussi votre pays pour ceux qui sont marocains, mais aussi votre pays d'adoption, pour celles et ceux qui nous honorent de leur visite, pays de paix et de stabilité. Alors, je suis heureux de voir autant de belles têtes, de têtes bien faites autour de cette table. Ceci n'est pas une conférence ordinaire, ceci est avant tout une réunion de famille, mais aussi une réunion de têtes pensantes, de matière grise, de personnes ayant une expérience réelle sur le terrain pour enrichir un sujet et un débat qui nous intéresse tous. Les chaînes de valeur, à ne pas limiter aux chaînes logistiques qui sont très importantes. On parle bel et bien des chaînes de valeur, la création de valeur dans le monde, un sujet qui nous intéresse tous parce qu'on a tous vécu les disruptions en fait continuent aussi bien pendant le Covid que post-Covid, un sujet qui nous intéresse tous parce qu'il est lié à l'entrepreneuriat, parce qu'il est lié à la paix, à la stabilité, à la création de valeur au sens large, il est lié aussi au dessin des nouveaux contours géopolitiques de ce monde. Quand on parle de chaîne de valeur, certaines personnes pensent, et elles ont raison, à tout ce qui est transport. Et le transport a sa place. Si on n'a pas de transport, on ne peut pas faire de commerce international. Si on n'a pas de transport, on ne peut pas soutenir l'effort de globalisation. Si on n'a pas de transport essentiellement maritime, peut-on déjà parler de trade et d'international trade? C'est juste impossible. Et il s'avère que plus de 90% de ce transport est déjà maritime, mesdames et messieurs. Parce qu'on parle de transport terrestre, certes, parce que c'est ce qu'on voit dans nos continents, africains, européens, je pense à madame l'ambassadeur qui est en face de moi, mais 90% des échanges mondiaux, c'est les chiffres exacts, sont faits par voie maritime. Et de cette belle flotte mondiale qui est en face, qui est aujourd'hui, même alors qu'on est en train de parler, en train de lier les 5 continents, une bonne partie, 75%, elle est dédiée au vraquier, aussi bien au transport de pétrole, de gaz qu'au transport de matières premières. Le reste, c'est le passager, c'est les yachts, mais c'est aussi le transport de conteneurs. Je dis ça parce que ce qu'on a l'habitude de voir en général, c'est du transport par conteneur qui est très important. Mais une bonne partie, la majeure partie, 3/4, c'est essentiellement du transport de produits pétroliers et de produits gaziers. Or, il s'avère qu'il y a déjà une rupture dans les chaînes de valeur de production de ces bateaux eux-mêmes. On parle de transport, on parle de rupture dans les chaînes de gaz, les chaînes de pétrole, on parle d'une croissance en fait de la demande, on parle en fait de la nécessité de transporter plus, de vendre plus, de produire plus. Mais mesdames et messieurs, il n'y a pas assez de bateaux pour le transport déjà de matières premières. Si on parle d'un exemple concret, à savoir, parce qu'il faut parler de choses concrètes, on n'est pas dans une conférence grand public, on est dans une conférence... Welcome, Your Excellency. On est dans une conférence de haut niveau. Quand on parle de transport de produits gaziers, la référence mondiale aujourd'hui, c'est le Qmax. C'est des bateaux qui ont la capacité de transporter 266 mètres cubes, 1000 mètres cubes nominal, 250 000 mètres cubes en réel. Il y en a 14 dans le monde, que 14. Et sur les chantiers navaux, notamment en Corée, il y en a 14 autres qui sont en pleine production. C'est-à-dire, même si vous voulez passer commande pour transporter du gaz liquide, vous ne pouvez pas. Et vous devez attendre 2 à 3 ans, le temps nécessaire pour développer un port de gaz liquide. D'ailleurs, je parle et j'ai à ma droite 2 Nigérianes. Et le Nigeria est l'un des champions, sinon le champion africain en matière de gaz liquide, en matière de terminaux de gaz liquide, de GNL. Sur l'île de Bonny, on a 3. Au niveau de Port Harcourt, on a 3. 6 au total, avoisinant un investissement de 18,5 milliards de dollars. Donc, même si on veut développer l'export classique du Nigeria, qui a aujourd'hui environ 5,6 trillions, c'est les chiffres exacts, 5,6 trillions de mètres carrés, de mètres cubes de réserves de gaz, en faisant le premier réservoir africain de gaz, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas assez de bateaux pour le transport. Ce qui nous amène déjà à nous focaliser sur cette problématique de transport international qui est le parent pauvre parce qu'on n'y pense pas. Et on se doit de réfléchir à des solutions intelligentes. L'une de ces solutions est la plus intelligente, la plus fédératrice, on en parlait tout à l'heure avec mes 2 acolytes et mes 2 amis nigérianes et sœurs nigérianes, c'est celle du pipeline de gaz Nigeria-Maroc, projet royal, qui aujourd'hui est devenu une nécessité, pas qu'une réalité sur le terrain. Pour nos amis européens, pour exporter environ, et commencer par 30 millions de mètres cubes chaque année, juste pour vous donner une idée, juste en torchage, c'est-à-dire c'est la flamme,
Quand on veut récupérer le pétrole, juste en torchage, le Nigeria, il brûle chaque année plus de 20 milliards de mètres cubes. Donc il y a énormément à récupérer, il y a énormément à transporter. Et c'est aussi des projets de génération nouvelle qui nous apprennent à faire l'ingénierie ensemble en tant qu'Africains, à réfléchir en tant qu'Africains, à nous faire confiance en tant qu'Africains, voire à financer nos projets en tant qu'Africains, mais dans une logique de respect avec nos amis du Nord, avec nos amis européens, tout en étant dans l'ouverture avec nos amis américains notamment, mais aussi avec nos amis asiatiques. C'est des projets qui sont fédérateurs, qui ne sont contre personne, au contraire, qui fédèrent tout le monde. Ce que je peux dire par rapport au gaz, et qui dit gaz dit aussi électricité, et on a un grand déficit en matière d'électricité sur notre continent africain. Certains pays ne dépassent même pas 15% du taux de couverture. I will be switching to English later on, don't worry about the translation. Donc, I made the promise actually of being bilingual in this session. So I will be talking in both. That's better. And we thank actually our friends that do the translation right now. Donc, quand on parle de gaz, on parle d'ammonium, une denrée essentielle pour l'agroalimentaire. Et j'ai deux experts dans le sujet. Quand on parle de gaz, on parle aussi d'électricité. On a un besoin qui est réel dans notre continent africain. Certains pays ne dépassent même pas les 15% de taux de couverture en électricité. Comment peut-on parler, réfléchir, développer des stratégies par rapport au numérique, si on n'a pas la capacité d'avoir les data centers alimentés par l'électricité? On sait qu'ils sont énergivores d'une manière incroyable. Comment peut-on parler de start-up africaines? Et il y en a même certaines qui sont devenues unicornes. Et encore une fois, nos amis du Nigeria, mais aussi nos amis du Ghana, du Sénégal et d'autres pays africains, si on n'a pas l'électricité, qui est aujourd'hui en train de devenir un droit humain, qui probablement sera intégré aux grands objectifs du SDG. De l'ONU. Comment peut-on parler de développement si on n'a pas la capacité de garantir l'électricité nécessaire pour la création d'emplois de masse dans un élan d'urbanisation réel et concret par rapport à notre continent africain? Et en même temps, pourquoi passer à côté de la belle opportunité de revisiter nos relations avec nos amis européens, avec nos amis du Nord, dans le respect mutuel, dans le travail ensemble, parce qu'ils ont aussi ce besoin qui est concret d'export d'électricité. Il y a de beaux projets, notamment avec nos amis anglais, X-Link. Nous avons aussi de beaux projets pour inverser le flux à travers le pipeline déjà existant, liant la ville de Tanger à nos amis espagnols, à l'Espagne et au Portugal. Donc, ce projet-là de pipeline, il est de grande importance. Il y a un besoin qui est réel aujourd'hui. Il pourrait même ouvrir la voie vers une électrification ou un grid interafricain. À côté de ce pipeline, on peut facilement imaginer des voies ou des autoroutes maritimes électriques, des câbles sous-marins pour la téléphonie, des câbles sous-marins pour tout ce qui est Internet, et Dieu sait qu'on en a besoin, en plus de ce qui peut se faire par voie satellitaire. Mais également, c'est des projets qui sont fédérateurs parce qu'ils ramènent la paix et la stabilité, pas seulement dans le golfe de Guinée, mais sur toute la côte atlantique et au-delà de notre continent. Nous avons besoin aussi d'assurer la sécurité alimentaire et de passer encore une fois du dogme, de la réflexion purement philosophique, et j'aime la philosophie, mais de la transformer sur le terrain. Et ça ne peut se faire encore une fois qu'à travers de la collaboration interafricaine, mais dans l'ouverture vers le monde entier. Parce que c'est des projets qui nécessitent la mobilisation de fonds, qui nécessitent la mobilisation de ressources humaines, qui nécessitent la formation, qui nécessitent encore une fois des chaînes de valeur qui sont intelligentes et contingentes. On peut parler pendant longtemps de chaînes de valeur, de formation, de foncier, de rénovation de la loi, et c'est des sujets très importants. Mais si on n'a pas tout simplement les warehouses nécessaires, et encore une fois une problématique d'électricité, si on n'a pas en fait les zones de stockage nécessaires, peut-on parler d'export, peut-on parler en fait de souveraineté alimentaire, peut-on parler de sécurité alimentaire? Donc, sécurité alimentaire, sécurité énergétique, développement en fait de tout ce qui est IT, de tout ce qui est technologie, développement des industries. C'est énormément en fait de sujets sur lesquels on peut penser en commun, mais toujours il faut avoir un fil d'Ariane, un point de départ. Et il semble oublier aussi que dans cette logique de value chains, comme j'ai dit au départ, on oublie le transport, on oublie aussi une denrée très importante, très stratégique, sans laquelle on ne peut pas exister en tant qu'être humain. C'est l'eau. On parle de terres rares, et il faut parler de terres rares. On parle de cuivre, on parle d'étain, on parle d'un ensemble de minerais, et tous les minerais ont de la valeur. Mais on oublie qu'il faut parler également d'eau. D'eau. Sans l'eau, on n'a rien. Il n'y a pas de vie sur Terre. Et la problématique de l'eau est devenue une problématique majeure. Parce que si la mer est redevenue un espace de défi, l'eau manque dans beaucoup de pays avec
réchauffement climatique, et l'eau est en train aussi de devenir une source de problèmes à cause des inondations, même dans les pays qui n'en ont pas connu. Donc on se doit, encore une fois, de revoir les value chains au regard de ces changements climatiques. Comment assurer la continuité du supply en eau, à travers les recyclages là où on peut le faire, à travers la condensation là où il faut le faire, à travers bien sûr le dessalement, qui dit dessalement, encore une fois, dit une consommation d'électricité. Comment partager, je parle de value chains, l'expertise, parce que la value chain, elle est aussi concernée par tout ce qui est capital immatériel et par expertise immatérielle. Comment créer des voies et des autoroutes maritimes, des voies et des autoroutes de transfert d'eau, comme ce qu'on est en train d'avoir dans ce beau pays, et on n'est pas les seuls, mais on est toujours en fait prêt à partager notre humble expertise avec nos frères africains et au-delà, entre des bassins producteurs excédentaires d'eau et d'autres bassins qui sont dans le besoin. Comment faire aussi pour transformer les inondations d'une menace devenue permanente en non-opportunité. Et vous avez remarqué que depuis le début, en fait, de ce que je disais, j'essaie de rester positif. Parce que quand on fait dans le leadership, quand on est homme d'État, on ne peut être que positif. Objectif, mais positif aussi. En connaissance de terrain, prenons parfois, en fait, de la vision pour avoir la vue globale, mais toujours positif. Comment transformer les menaces en opportunités? Et en soufisme musulman, on dit que tout ce qui est négatif ne peut pas résister à la bonne foi, aux bonnes intentions et au bon travail sur le terrain. Philosophie universelle, on trouve même chez nos amis taoïstes, la transformation du yin en yang. C'est quelque chose d'universel. Donc c'est l'état d'esprit que j'ai envie d'asseoir avec vous, la main dans la main, et je me permets de vous présenter mes différents alcoolites officiels et d'autres officieux qui nous honorent autour de cette table, qui ont tout autant de choses à dire, sinon plus. Je commencerai par la droite. Je demanderai à chacune et à chacun d'entre eux de se présenter, même si j'ai les présentations en face de moi. Comme ça, ils le font à leur convenance. Et juste par la suite, j'aurai des questions qui sont à la fois d'ordre général, mais surtout très pointues par rapport au background de chacune et de chacun d'entre eux. Et vous me permettrez de switcher tout de suite en anglais pour asseoir le débat également dans cette langue. You can see that with no exception, all the panelists actually come with an English background. So they are more comfortable in speaking in English than in any other language. So I encourage them to do so. I'm very, very pleased actually to see that to my right there is two sisters from Africa, two sisters from Nigeria, country that I like a lot, where I lived for a certain time. To see that also in the panel we have the other side of Africa, my brother from Ethiopia, His Excellency, Special Minister, and we are having also friends from Germany and from the US, although with the Moroccan actual nationality and background, that join us in this table. So I think English is not a big challenge actually over this round table. Yet I will be actually translating, summarizing also most of their speeches, so that actually we can keep the bullet points. And as soon as we finish that, feel free actually to join, to dig in actually the discussion, because that's the objective. May I remind everybody that our discussion will be transformed into small book, okay, that will be also including our recommendations, and I hope that it will be actually serving for the greater good of our dear continents and beyond. All right? So wonderful. Un grand bravo à ces dames et ces messieurs de la presse et aussi aux gens de l'organisation qui font un excellent travail. Très bon job. Je sais qu'on vous remercie pas assez, donc j'en profite aussi. So first, actually, small introduction, few seconds. Each one of you, ladies and gentlemen. Then actually, I will be attacking with the questions. Mrs. Ojo. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Tosin Ojo. I'm a partner at Sahel Capital. We are an agri-business private investment firm. We invest debt and equity in agri-businesses in Africa. We started in Nigeria. We have 3 physical offices in Lagos, Abidjan, and Nairobi. And we have portfolio companies in 5 countries, Nigeria, Ghana, Tanzania, Uganda, and Kenya. And we can invest in 13 countries overall. So it's a pleasure to be here this afternoon. Thank you. Thank you very much. Hello, good afternoon, everyone. My name is Funmi Adepoju, and I'm the managing partner of Pharmaceutical Consulting in Lagos, Nigeria, and also the managing partner of Pearlbridge Capital Managers. We are a business advisory firm working out of Lagos, and we work with SMEs, trying to make sure that their businesses are well structured and raising
capital for them. We work with businesses across various industries, but we have a passion for the agric industry as well as the manufacturing sector, because we believe that these are sectors that can really move the Nigerian economy forward. Thank you. Thank you. My name is Arkabe. In Ethiopia, we use first names for official naming as well. I have been serving in policy making as a senior minister and special advisor to 3 Ethiopian prime ministers in the last 30 years. And I have been former mayor of Addis Ababa. I'm currently a British Academy global professor based in London, and we are conducting extensive research on African green transformation, which is funded by UK government through the British Academy. And I currently travel to African capital cities to provide policy advice to African leaders. Thank you so much. My name is Kautar. This is my first name. Biati is my last name. I am from Morocco. I am based in Boston, Massachusetts. I'm not in the food industry, not in the energy industry. I am in the pharmaceutical industry, and we need pharmaceutical, medicinal, I would say, security and health security. We have all seen that with the pandemic. I am a biotech executive and a board director. Sometimes I am involved with the venture capital firms. That's a new activity. I mean, not so new, 4 years now. And I am a London School of Economic alumni, so I'm interested in international policy and health economics. Thank you. Okay, so, hi, I'm sorry. Good afternoon, everyone. My name is Koray Erdemli. I'm CEO and chairman from Erdemli Group and Holding. I based in Berlin, in Germany. I am a Turkish and German businessman. I managed a fund from Gulf states in Europe, also in Africa. This is short and enough, I think. Thank you. And since you have been short, then allow me to extend that he's also a brother, and he rarely intervenes in English. Generally, he speaks only in German. So we're very glad, actually, that he chose to be with us in this session and to trespass the cultural barrier. Thank you, Erdemli. Thank you very much. My pleasure. Very good. I will respect, actually, the protocol. I will start by His Excellency. You spoke actually in an early session this morning, and I listened with great interest to what you said. It's very important to listen. I think it's a value that we all need actually to develop. You spoke following 360 degrees approach. You spoke about as a mayor or former mayor. You spoke about a man that had to manage short-term and daily crisis and daily actually challenges, but also as a man of vision that was the chancellor and the special minister to different actually governments, different head of governments. And you chose actually to have a high focus on agriculture. So coming from Ethiopia, a country that was able to transform a big challenge, which is actually food scarce some decades ago, into being one of the African leaders, and even actually you can say it's one of the global players in the food security and the food actually production and export countries. How did you actually secure this endeavor? Because today you are champion not just actually in exporting in quantities or in quality, and you have both, but also in the diversity of the crop and in having actually high-level exports while securing your own needs and the needs of your neighbors. I think we are all actually very curious to hear about that. Thank you, brother Lagidi, and we are privileged to have the best moderator I have ever seen last year. We enjoyed his session. The topic today is about building resilient value and supply chain, which is quite critical, and it has become quite central in the debates, especially after COVID-19 crisis. This is
quite critical in terms of energy security, in terms of food security, in terms of having a very efficient, globally competitive value chain. And despite the weight and the issue discussed on resilience, which also brought many issues like reshoring, onshoring, backshoring, offshoring, and nearshoring, a lot of terms, the actual shift is in terms of diversification, which in particular is important to our continent. Regional diversification is going to be an opportunity for Africa because many global buyers are to some extent diversifying from like China because of the China-US tension as well. The issue of de-risking, decoupling is being mentioned. When we come to specific areas of value chain, the major shifts that will affect all industries in Africa is the issue of sustainability. Now, sustainability has become critical in textile industry, in food systems, in petrochemical, in fertilizer, as OCP is now doing green ammonia. It's just shaping every value chain. And the issue will be not only in agriculture, how the resilience issue in terms of sustainability and also traceability is going to be ensured. The second a key aspect is how, from an African perspective, the whole backward supply chain could be developed. In some industries, it's workable. But if you look at the continent level, there are major impediments that affect the development of the whole value chain or supply chain. I'm a member of the International Advisory Board of AFCFTA, African Continental Free Trade Area. And it has focused on few sectors that can have an impact like automotive, textile, food systems. And the main constraints we see is the infrastructure. How can goods, let's say, produced in Cameroon be available to, let's say, Cote d'Ivoire? So a very important element that requires to be addressed is the issue of infrastructure. We are all aware the initiative that has been taken by Morocco and Nigeria on building this very strategic industrial value chain. I also feel it's appropriate to highlight here what Aliko Dangote has really done. This is, for me, not only a miracle, an achievement for Nigeria, but an achievement for the continent, because fuel crude oil being exported from Nigeria and refined oil being imported to the oil producer doesn't make sense. And I know that the issues around this important project, but we have to acclaim this is an important element that will change the value chain in oil and gas. Neighboring African countries can tap the resources rather than import from other sectors. So the value chain needs to be developed, infrastructure needs to be addressed. Then an additional element we need to consider is we need to bring in the technology component. Technology is shaping the global value chain at regional and international level. What I mean is, let's look at trade. Trade in Africa is not highly traded on e-commerce platform, while e-commerce have now grown quite significantly. By year 2000, the size of e-commerce was only $30 billion globally. By 2010, it doubled, it increased by 20 times and reached 600 billion. By 2023, it reached 6 trillion. And after some decades, it's estimated that the size will be 75 trillion. So this is an important element that will also influence all the diverse commodity chains, value chains, and it improves the overall efficiency. In the Ethiopian case, one key policy cornerstone has been the country is not a resource-rich country. The country does not have oil and gas, actually similar to Morocco, although Morocco has huge
nitrate resources, but on oil gas, I think we are the same. Sure. And it's important that focusing on agriculture, the biggest impact was the wealth has to be distributed. When it's mining, extractive industry, or oil and gas, the wealth goes to fewer people, fewer players. When it's agriculture, it spreads across the population. However, the country, after focusing from 1991 up to 2010 on agriculture, using agriculture as the key driver of the economy, it had to move to industrialization because it has to be substituted with a new driver of the economy. And here we are all aware that also Morocco has done an excellent job in some industrial sectors, like the automotive industry. So overall, focusing on agriculture, including by interventions in not only extension services, but also improving the supply of fertilizer has been an important strategy of the government, and the Moroccan government and Ethiopian government collaborated on building also a new fertilizer project, which is under execution, and I hope it's going to be accelerated. Thank you so much. Thank you, Your Excellency. Do I have your permission to be switched to French? With your permission. Je ne vais pas faire uniquement un résumé, mais je vais faire en fait des points de pont avec nos autres intervenants. Son Excellence a fait le choix très judicieux de parler de la sécurité alimentaire, de parler de la collaboration interafricaine. C'est un grand homme d'État, il ne dit rien par hasard. Donc permettez-moi de faire un peu la traduction pour le néophyte que je suis. Première des choses, il a parlé de la demande. Vous avez remarqué qu'il n'a pas parlé de la technologie de production, de la nécessité de développer le foncier ou de la nécessité de parler de la réglementation. Ça, c'est des prérequis existentiels, on le sait tous. Il a parlé de la demande. Le meilleur moyen de développer un secteur dans un pays, c'est de tirer par la demande. Jamais par le financement. Les financements existent, les financements continuent. Les financements sont là quand les projets sont bons et quand ils ont donné des résultats sur le terrain et qu'il y a les bons stakeholders, les bonnes parties prenantes. Il a parlé de tirer par la demande. C'est quelque chose qu'on se doit de développer ensemble. Et on ne parle pas de n'importe qui, on parle quand même d'un des board members de la zone franche interafricaine. Il faut tirer par la demande. Classiquement, on avait un problème avec cela, parce que la plupart des grandes centrales d'achat, purchasing centers, n'étaient pas africaines, étrangères. On ne savait pas discuter avec eux. On ne savait pas avoir les certifications nécessaires. On ne savait pas parler leur langue. On ne savait pas avoir les autorisations. On ne savait pas avoir la chaîne de valeur. On ne savait pas sécuriser la qualité. Comment peut-on sécuriser la qualité nécessaire alors qu'on n'a même pas de zone de froid? Alors qu'on n'a pas investi dans la formation, qu'on ne fait même pas le packaging nous-mêmes, qu'on ne fait pas la documentation nous-mêmes. Soyons réalistes. C'est pour ça que je parlais de chaîne de valeur. Mais quand je tire par la demande, il y a une raison logique d'investir dans tous ces éléments-là. Il y a une logique. On ne parle pas de théorie. J'ai une demande pour 1 million de tonnes de telle qualité. Donc, automatiquement, j'investis dans la zen logistique. Automatiquement, j'investis dans la formation. Automatiquement, j'investis dans la qualité. Automatiquement, j'investis dans le packaging. J'investis dans la femme et dans l'homme. Et bien sûr, le foncier, il suit. Et bien sûr, la réglementation aussi, elle suit. Et même le débat politique autour de la réglementation ne s'éternise pas. Parce qu'il y a une raison économique qui sert tout le monde derrière. Tirant par la demande. Mais je reviens, on avait ce problème-là. On n'avait pas les grandes centrales d'achat panafricaines. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est pour ça que c'est bien d'entendre et d'écouter. Il a parlé du e-commerce. Aujourd'hui, on peut exploser cette demande, dans le sens positif, pas dans le sens négatif. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui avec l'e-commerce qui réussit dans notre continent africain, mais aussi de par le monde, on peut centraliser une demande qui est importante et par la suite l'éclater, de manière fédératrice, où la TPE-PME trouve sa place, your most favorite part of the economy, mais aussi les grandes entreprises trouvent leur place. Il ne faut pas avoir de débat politique autour du sujet. Il faut fédérer le grand et le petit. C'est le seul moyen où on avance de manière durable. Personnellement, j'ai un faible pour l'entrepreneuriat féminin. Nous l'avons. Nous sommes plusieurs autour de la table à l'encourager parce que j'ai vu les résultats aussi. J'ai vu l'impact que ça a quand la femme elle réussit. C'est toute la société qui avance. C'est le niveau de vie de ses parents qui s'améliore et la sécurité sociale de ses parents. C'est l'éducation dans ses enfants. Et elle embauche des gens et elle les déclare.
Donc on ne peut qu'encourager cela. Mais aussi, quand on tire par la demande, on développe le rural et l'urbain. On développe celui qui a 20% de valeur ajoutée ou même 14%, mais aussi celui qui fait 300 et 400% de valeur ajoutée, tiré par la demande. C'est le meilleur moyen d'assurer la sécurité alimentaire dans notre continent. Et quand on tire par la demande, on développe une chaîne intelligente, où les zones de rupture, parce qu'on parle de rupture dans ce panel, deviennent des zones de création d'opportunités économiques. Son Excellence m'a tendu la perche, il a parlé du rôle du Maroc, et aussi de nos amis nigérians. Le projet qu'on a à Dir Dawa, qui est le plus grand centre ferroviaire au nord-est de l'Éthiopie, qui est relié par chemin de fer à Djibouti, très belle ville d'ailleurs, grande ville industrielle, grand centre de production d'électricité. Aujourd'hui, il connaît des investissements en plusieurs milliards de dollars de la part du Maroc et de l'OCP, et ce n'est pas pour faire du blending, ce n'est pas pour faire de la distribution, c'est pour créer de la valeur locale, la main dans la main, avec les sœurs et frères éthiopiens, mais aussi dans la région. C'est un exemple concret. Quand on parle de 4,2 milliards de dollars d'investissement, j'aime les chiffres, hein, c'est juste un hasard. J'aime les chiffres, donc je les retiens. Quand on parle de 4,2 milliards de dollars d'investissement, c'est le chiffre exact, en 2 phases. Ça veut dire qu'en une première, on va transformer le gaz éthiopien en ammoniac, le soufre de la région, qui est un autre composant pour avoir les engrais stables, pour avoir le blending et pour avoir l'engrais, mais aussi on va trouver du potassium quelque part pour compléter le NPK. Nitrates, phosphates, potassium. Mais on ne va pas s'arrêter là. Il y aura de la formation, il y aura des universités, il y aura de la recherche et développement par les Africains, pour les Africains, tout en restant ouverts à nos amis de par le monde. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'être en autarcie, mais de travailler ensemble. Si aujourd'hui, nos amis étrangers se compliquent la vie pour une affaire d'1 milliard de dollars, c'est notre devoir, à nous, en tant qu'Africains, de créer 10 milliards de dollars d'opportunités et de valeur ajoutée pour qu'ils y trouvent, eux, tout leur compte et qu'on y trouve aussi notre compte. C'est ça l'intelligence et le défi qu'on a aujourd'hui. Mettons fin au dogme et travaillons ensemble la main dans la main. Et quand on a ça, quand on tire par la demande, quand on est dans une logique d'intégration, les ports suivent, les chemins de fer suivent, l'électricité suit et la route suit. Merci beaucoup, Excellence. Votre intervention a été, comme toujours, d'une grande lumière et d'un grand support. Thank you, my brother. On peut l'applaudir, c'était son intervention, je ne fais que traduire. Un bridge, un pont tout fait, and of course I'm going to switch to English. To my very dear sister, Mrs. Adepoju, we have a strong presence not just from Nigeria, but also from the Yoruba tribe. So they are both from the Yoruba power. And for those of you actually that know Yoruba, they are known for their entrepreneurship, for their strength, but also for the brilliance of their mind. You will see that actually even when you meet them elsewhere, in the US or in Canada or elsewhere. So we have finance background. I will be preparing her, but my first actually intervention will be with you. So Mrs. Ojo, just to prepare you, you have the finance background. You already work actually with fundraising, internationally, but also regionally in Africa. Can we today find the right finances and the right funds to fund our projects, like the ones that we were talking about? Aliko Dangote actually just alone, you were right, raised $25 billion for his refinery. And today, it's actually a role model. He tried to do the same in Rwanda recently for some other countries, in the continent. Can we, as Africans, raise the funds that we need for our continent, for our key projects? That's my question for you. Now, with my sister, with Mrs. Adepoju, Your Excellency, Mrs. Managing Director, SMEs are in the center of our continent. They represent more than 90% of our economic tissue, sometimes more. We cannot talk about development without SMEs. We cannot talk about development or innovation or prosperity or even peace without investing in SMEs. Now they suffer from a double problem. They purchase the raw material and the entrance that they need with a high price when they can find it. They're first actually to suffer from the scarce of the raw materials when they are in the market, because the big guys can have access to that. And they suffer also from problems of selling and distribution of their products. How can we tackle that? Because if we can support the SMEs, we can automatically support a sustainable economy in all of our continents. Under your applauses, please, ladies and gentlemen.
Thank you so much. And I'm just going to lay a background from what we have experienced in Nigeria. Like he said, almost 95% of businesses in Nigeria are actually categorized as MSMEs. And to GDP, they contribute about 49% of the GDP of Nigeria. And more than 50% of these businesses are actually owned by women, just talking about what you said as well. And the youth in Nigeria represents more than 65% of the population of over 200 million. So when you look at those kind of dynamics, and then you're talking about employment, and you're talking about high-skilled or very good quality jobs, you find out that SMEs are at the center of providing jobs to a greater percentage of the economy. And I know that while this is the Nigerian story, it is representative of what is actually happening in the whole of, or in a greater part of Africa, if not the whole of Africa. Talking about access to finance for these businesses, it has always been a challenge. I've had the opportunity of working on several development projects with USAID, Alliance for the Green Revolution for Africa, and from one project to another, it's always the same. Access to finance for these businesses, very poor. They have the capacity, they have the ability to actually move our nations forward and make us less dependent on importation, make us to be able to actually turn around and have greater level of GDP and output as a nation. But oftentimes, because they are definitely relatively higher risk, the financial institutions, the traditional financial institutions struggle with lending to these businesses when they have bigger firms that are considered lower risk and therefore easier for them to manage and all of that. So we have to be a little bit creative. And, I like what I've been hearing around the table, creating things for Africa, by Africa, and for Africans. That's what we have to be able to do, to be more creative about finance. The likes of my sister, Tosin, with the private equity, I think they have been able to do, and venture capitalists, they have been able to do quite a bit in trying to, bridge that gap in providing funding. I also think that government initiatives are very important, and there needs to be a change. I was in a discussion not too long ago, and they were talking about changing the idea or the mentality of the developed economies on how they can help Africa. Instead of giving maybe grants or coming to build water projects in the rural areas, you could create a fund and provide money for that fund. There are people within those particular environment that have ideas of how they can move those localities forward. When you give them money, it becomes multiplicative because you're not giving them a grant that just sinks into one project and that is all. You're putting money in an investment form that allows the money to multiply, and you can then do multiple projects instead of just doing one project. So I think that it's going to move these businesses forward. It requires partnership between various parts. In the last 5-6 years as an organization, we also went into fundraising and raising capital. So we bridge the gap between high net worth individuals in our country and in the diaspora with SMEs. And what we realize is that when you're doing such a thing, what we told the high net worth individuals is that you can earn return on your money, but at the same time create impact. We were able to create over 800 jobs with just about $3.5 million. So you can imagine what you would do with a lot more finance, being put into a lot of businesses and being able to actually, being focused on areas where people are able to create value and actually create more jobs for the people in the economy. So I think it's in summary, I think what we need to be able to do is to bring collaborations forward. The private sector needs to collaborate with the government. A lot of times government has
the intention of doing good, but the purpose of the project might get mixed up sometimes. So when there is a collaboration between the investors, the private sector, the government, then we're able to actually get more results done. I'll stop there because of our time. Your headset, maybe. I'd like just to add one thing to... One, we will continue the... It's not a question. Thank you. Alors, comme j'ai promis, je reprends toujours en fait les éléments de langage officiel qui viennent dans chacun de vos interventions. Je bâtis le pont avec celui d'avant et d'après, et je parle en français. Comme ça, on a les deux langues en fait qui sont faites. Intervention de holophonemi est riche. Ça, on s'y attendait parce qu'il vient du terrain. Il travaille avec beaucoup de réussite, pas uniquement au Nigeria, à l'échelle africaine et internationale. Il travaille avec les petites et moyennes entreprises. Mais il y a deux mots qu'elle a mentionnés. Rappelez-vous la question en fait, sur laquelle je l'ai préparée. Comment est-ce que les PME, TPE, qui ont un si grand problème à avoir accès à la matière première de manière continue, à un meilleur coût, et qui ont un problème à accéder au marché, peuvent-elles, in fine, contribuer, alors qu'elles sont si mal dotées dès le départ, si mal parties, à la résilience des chaînes de valeur africaines et à la création de valeur ajoutée. C'était notre grand défi. Elle a répondu très intelligemment. Elle nous a donné deux mots-clés. Elle nous a donné la créativité d'une part et la coopération d'autre part. Pourquoi financer une TPE-PME, moi en tant que banque, si j'ai un si immense risque et je sais que une PME sur deux va mourir dans l'année à venir. C'est les statistiques. Donc je sais que si je mets $10 000, j'ai une chance sur deux de ne pas les repérer. Or, il s'avère qu'il y a un modèle en fait, statistique de financement de ce genre de grands projets qui existe déjà sur le terrain. Et on ne prend pas chaque entreprise de manière séparée, mais on le prend dans une logique de pooling. J'investis dans 100 entreprises, $1 million. Je sais qu'au total, j'aurai $2 millions. Donc même si la moitié, elle disparaît, j'ai l'autre moitié qui va croître. Et je complète cette logique de pooling, parce qu'elle est stable sur le terrain, par une logique dynamique dans le temps de chaîne de valeur. En d'autres termes, on a besoin de créer de la valeur et de pérenniser de la valeur. Comme ça, le financier, il sait déjà que cette entreprise, elle crée du profit et elle a la capacité d'honorer ses engagements et elle l'a déjà prouvé et elle peut le faire dans le temps. C'est la création de valeur et la pérennisation de la valeur. Avec une logique de pooling, par secteur, par région, par mini-région, par intégration africaine, ouverture vers le monde, vers nos amis du Nord, ou tout simplement par une logique, justement, de retour sur investissement. Parfois, parmi les logiques de pooling, c'est qu'on peut choisir les entreprises qui ont plus de 200% de retour sur investissement, et ainsi de suite. L'autre logique qu'elle a eue, c'est la créativité. Alors, quand on dit créativité, on parle d'abord de branding. Quand on parle de créativité, on parle aussi de co-branding, parce qu'une PME n'a pas accès à énormément de ressources marketing. Mais si je bénéficie d'un co-branding made in Morocco, made in Africa, made in Ethiopia, made in Nigeria, made in Germany, made in Croatia, made in... Il y a tellement de richesses, made in Belgium, etc., made in Tchad, comme ça tout le monde est heureux autour de la table. Je bénéficie automatiquement d'une confiance nécessaire pour faire mon business, mais aussi pour financer, mais aussi pour attirer les meilleurs éléments clés en fait, pour la réussite, c'est les femmes et les hommes. Aujourd'hui, quand on sort d'une grande école, ou quand on est porteur d'un projet, d'une innovation, on ne part pas voir la PME, la TPE, on part voir la grande entreprise. Mais si on bénéficie de ce branding avec fierté, mais intelligence, made in Africa, ben nos meilleures têtes pensantes penseront à travailler pour l'Afrique, à innover pour l'Afrique, mais aussi à servir l'Afrique et à acheter africain. On connaît tous le mojito, boisson mexicaine à la base, devenue américaine, universalisable, etc. Mais il y a aussi le bissap africain, qu'on consomme moins. Et pourtant, qui dit bissap, dit derrière culture, dit aussi derrière, en fait, toute une chaîne agricole, toute une chaîne de valeur. Et vous pouvez généraliser autant que voulu. Donc le branding et le co-branding pour créer de la valeur supérieure à une valeur aujourd'hui des exports africains qui ne dépassent pas les 21%, chiffre officiel. Travailler ensemble pour mutualiser les achats avec une logique intelligence, toujours par le e-commerce, par l'utilisation de la nouvelle technologie, pour que la PME, la TPE ait accès à des ressources et accès aussi à une matière première
sans subir la sinusodalité des prix. Et aussi, inclure les éléments culturels dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, créer de la valeur, c'est le vrai défi. Si on crée de la valeur, si on a la demande nécessaire, si on a la continuité dans l'entreprise, si on travaille la main dans la main avec d'autres, on a la taille nécessaire pour attirer tous les investissements qu'il faut. Merci beaucoup, ma chère sœur. C'était vraiment une brillante intervention. On continue dans le même élan. My dear sister, Mrs. Ojo, Mrs. Olu Watoshin, with the same actually question that I asked earlier, can we think as Africans of means, do we have the means, to be very direct in my question, to finance our key projects, our big projects, by ourselves? And your applauses with your permission. Merci, madame. Thank you. I think this is a very important question and a very critical one at that. I'll give some background and context before I give my thoughts on the financing for projects, whether we can finance or what do we need to be able to attract financing for those projects. And some context is important. His Excellency was talking about the Africa Continental Trade Agreement a while back. That agreement was signed in 2019. It's been ratified by almost 90% of the countries. But I'm not aware, I may be wrong, but from all the literature we've read, I'm not aware that there's any trade that has happened under AFTA. And part of the reason for that is that we don't have the infrastructure to implement it. So we need to build transport infrastructure. If you're going today from Lagos to Cameroon, it will take you maybe 10 hours by plane, if you're going from Lagos to Cameroon. But Nigeria and Cameroon share a border, actually. And in the northeastern part of Nigeria, there's a place called Adamawa. You have Adamawa town in Nigeria and the same Adamawa town in Cameroon, because it's effectively the same people, but in two countries. But if you were to go from Lagos to Cameroon, it would take you maybe 10 hours to get to Cameroon. So that's the background and that's the context for Africa. And so how do we implement Continental Free Trade Agreement? We've not solved the critical problem of infrastructure of some of these projects that you've spoken about. You've spoken about the Morocco-Nigeria gas project. That project is in billions of dollars. So we need to solve that problem. That's the context. So to your question, how do we attract financing for these projects? First and foremost, I'll use proxies for the biggest economies on the continent. Nigeria is probably maybe now the second biggest, or no longer the biggest because of the currency issue. But give or take, will be about $250 to $300 billion economy at current exchange rate. And then you have South Africa, maybe about the same. You have Kenya, you have Egypt, you have Morocco, and you have a few other big economies on the continent. If you add all of these economies together, we are probably less than 2 trillion in terms of GDP. Now, on the average, and this is data, South Africa spends about 15%. South Africa spend on gross capital formation, which is an estimate of what you can say a country is spending on investments, most of which will go into infrastructure and things like that, is about 15% of their GDP. That's the highest of the major economies. Nigeria and Egypt is about 12%. So just less a $200 billion economy, and what you're spending in investment effectively is about $20 billion, right? Of that, it is about 10 to 12%. And that's the picture for most of Africa. We cannot solve the infrastructure problem because depending on the estimates that you have, it will take trillions of dollars to connect Africa properly, right? For us to be able to implement trade and all of the things that we have said. So what's the missing gap? How do we attract capital to fund, investment, to fund these projects and infrastructure on the continent? If you look at Vietnam is about $430 billion economy. They're spending 30% of their GDP on investment. India and Indonesia are much bigger. Indonesia is $1.3 trillion, 30% on investment. Of course, India is 3-point-something trillion, 30% on investment. So we should begin to take a cue. I've taken data from countries that are not so far from us in terms of their development and when they attain these developments, and not from Western countries, so that we can really begin to understand what are we not doing right and what should we be doing in Africa. There are key facts. Number one, today we don't have the capital. We don't have all the capital that we need on the continent to fund the project or the infrastructure that we need. That's a fact. As a continent, we probably have one of the lowest savings rates, as a percentage of GDP. Savings, right? So we don't have enough. So we should not shy away from that. Yes, it's great to say, oh, Africa has to develop Africa. But the reality is that we need capital to come to the continent because we don't have enough.
to fund the things that we need to do on the continent. And let me digress a little bit. Japan has one of the largest savings rates in the world. As of today, if you combine the balance sheet of most of the corporate entities in Japan, there's over $3 trillion of cash on Japanese balance sheet. That money is negative interest rate in Japan. So there's a lot of capital outside of Africa that can, come to Africa and support and help build some of these things that we're saying. But we need to create the right environment for this capital to come. And then that will take me into what we need to do. It's a fact we don't have enough to say we want to do all of these things by ourselves. So the question is, what do we really need to be doing? What has India done better, or Indonesia or Vietnam, those countries that they are able to attract multiples of capital, foreign direct investment to fixed asset formation on their continent? And what are we not doing well? The first thing is, number one, there has to be rule of law, and rule of law has to be the rule of law. The infrastructure projects by their nature are very long term. You can have this pipeline that we're talking about. The opening for tender have just started. It might not be completed until the next 5 or 10 years, because of the nature of infrastructure projects. Let's say 5 years, right? You need legal systems that are protected from political volatilities, so that the sanctity of contracts. Because if an investor is bringing $10 billion into an economy, and it's going to take about 5 years to complete the project, maybe another 5 years to run it, maybe 20 years to be able to effectively get return, the investor must be comfortable that in 20 years, the policy environment or some politicians will not have woken up and turned everything upside down, or even take over the assets, right? We're still, maybe apart from a few countries in Africa, a lot of us, especially in sub-Saharan Africa, are still struggling with just having the right legal frameworks that guarantees the sanctity of contracts. And I'm an investor. This is critical. In my country, you can have a case in a court for 10 years before you get a ruling on a civil case, right? You cannot attract investment in those kind of environments, right? There must be sanctity of contract. So that's the first. We need to take a cue from what has been done in other countries so that we can bring some of that capital in Japan sitting on their balance sheets to come to Africa to come and invest in this sector and generate returns. And in the earlier session, there was one very senior executive, formerly from African Development Bank, and he mentioned Japan is one of the major shareholders in the African Development Bank. So it's a good ally in terms of partnership with Africa, right? The second thing is we need educated workforce. And it's kind of like a chicken and egg situation, but we kind of need to start from somewhere. We need skilled labor. We need access to talent, because for many of these infra, it's very difficult. And I know a little bit about Dangote Refinery. In my former life, I was an analyst covering the cement sector, so I covered Dangote Cement when it was listed then. I was privileged to have some close interactions with him and the company and all of that. It's the project that he has done. He's taken share grit because he's a domestic investor. To kind of give a context of some of those things I've taken, he's taken building a seaport. Like, the project was supposed to be a refinery, but he had to build a seaport. He had to bring in thousands of workers, skilled workers that can do that kind of project. Yes, and house them and build an estate and build all of those things. So we need governments to start taking on some of these heavy lift of investors. So we need skilled talent. So we need to start thinking about how to develop a talent pool for these infra projects. If we're going to do a pipeline project, if we're going to do rail projects, we need talent that can do these projects because it's part of the overall cost. And the last thing I'm going to say, and before I end, again, is I think it ties to the first one, is transparency. We need governments to be, transparent, because anything that is going to take long term, right? There's a lot that is required in terms of trust that is required between the investor and the government before they can commit their capital. Transparency in macro, transparency in currency management, and things like that can really, really sustain investor confidence and interest in those countries. Thank you. Thank you very much, Ojo. Trust, confiance, just translating, transparency, and visibility. 3 things that are very important in order to build the continuity of any project and encourage actually others to trust us and also to invest on us. Permission to switch to French. Confiance, c'est la base. C'est la base. Et c'est un véritable problème entre nous, Africains déjà.
et comme le dit si justement Sa Majesté le roi Mohammed VI, mon roi, notre roi, l'Afrique doit apprendre à faire confiance à l'Afrique. Et ça ne peut se faire qu'à travers des projets communs, réalisés, visibles, mutuellement prospères pour tout le monde. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. L'être humain croit ce qu'il voit, non pas ce qu'on lui promet. Et c'est pour cela que je reviens sur ce projet de pipeline, puisque notre ami Ojo en a parlé. Quelques chiffres. 30 milliards de mètres cubes exportés du Nigeria jusqu'en Europe via 13 pays souverains, entre la République fédérale du Nigeria et le Royaume chérifien du Maroc. 13 pays. Avec un raccordement terrestre qui est prévu à 2 autres pays qui sont enclavés, à savoir le Burkina Faso et à savoir le Mali. Et tous les pays africains sont frères. Et d'ailleurs, dans cette même logique, Mrs. Ojo, comme vous le disiez si bien, il y a eu un rebranding du projet pour devenir le projet du pipeline atlantique. C'est quelque chose que tout le monde peut reconnaître, tout le monde peut voir. Transgouvernemental, utile à tout le monde. Et le projet a 3 phases. J'aime toujours dire que la première phase a déjà commencé, puisque le raccordement entre nos amis du Nigeria, partenaire clé, fondateur de ce projet. J'avais l'honneur d'être présent en 2016 lors de la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, au Nigeria, quand il y a eu la signature de ce projet. La première partie elle est déjà là, puisque le pipeline sort déjà de Bonny Island, part au Bénin, au Togo et au Ghana. Qu'on peut parler déjà de quelque chose de concret, de réalisable, de visible. L'autre partie raccorde nos amis et nos frères de toujours sénégalais, je regarde Mariam, et Mariam, part vers la Mauritanie, vers le Sénégal, arrive à Tanger, où le raccordement est déjà fait avec nos amis européens, en Espagne et au Portugal, à travers le pipeline sous-marin du Maghreb. Pourquoi on parle de Sénégal et de Mauritanie? Parce qu'on parle d'une Afrique qui est unie, mais on parle aussi de pays qui aujourd'hui ont des réserves énormes en matière de gaz, qu'ils exportent par gaz liquide. C'est très coûteux. Et s'ils veulent augmenter la production, j'ai fait l'exercice tout à l'heure d'expliquer, la flexibilité n'est pas aussi évidente que ça. L'élasticité entre la demande et la production et l'export n'est pas immédiate. Le seul moyen, c'est un pipeline pour garantir la continuité. Et c'est bon pour nos amis européens aussi, et nos frères africains, parce que quand un bateau de gaz sort de son port d'origine, liquide, à 100 bars, moins 161 degrés, pour qu'il soit liquide, 5 fois la pression atmosphérique, moins 161 degrés, ça consomme beaucoup d'énergie, les amis, hein, déjà dans le transport en tant que soit dans le stockage. Ce bateau-là est revendu, la cargaison est revendue 7,2 fois, c'est les statistiques. 7,2 fois. Amusez-vous à noter et vérifiez par la suite les chiffres que j'avance. 7,2 fois. Je vends à 100, qui sait à quel prix ça va arriver? Alors, ni le producteur initial n'en profite, ni le client final en Europe, en Afrique n'en profite. Un pipeline, non. C'est une stabilité du supply, c'est une stabilité du coût de transport, surtout que c'est un pipeline sous-marin, la pression elle est déjà forte dans les milieux profonds, et la température elle est déjà assez faible. Et c'est une stabilité du prix. Aussi bien pour le client final, household, pour la maison, que pour l'industriel. Et la pire des choses pour l'industriel, c'est une sinusoïdalité, une instabilité des prix. Et je pense ici, notamment à nos amis de l'industrie chimique, établis en Belgique par exemple. Grand port chimique, le deuxième plus grand port chimique du monde, après celui de Houston, où il y a BASF, il y a Dow Chemicals, mes amis de DuPont et ainsi de suite. Donc c'est un projet qui est dans l'intérêt de tout le monde. Et le fait de ramener ce gaz du Sénégal, Mauritanie, jusqu'au Maroc et par la suite en Europe, contribue à augmenter les recettes en devises, contribue à renforcer une confiance existante, puissante entre les pays de cette région, contribue aussi à créer de l'électricité sur ces pays-là. Et à financer le reste du projet aussi. Parce qu'il y a du concret, il y a du visu, il y a des choses qui sont réalisées. On ne parle pas de théorie, on parle de réalisation sur le terrain. 2025, les travaux vont commencer. On est en phase de bathymétrie. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, la bathymétrie, c'est l'étude du relief du sol. Et elle impacte automatiquement d'autres choses, notamment la géologie et donc le potentiel minier futur, le potentiel
d'autres choses, et même touristiquement. Vous allez me dire quelle relation avec le tourisme? Ben, s'il y a un drone sous-marin qui est là, s'il y a un sonar, il va détecter même les anciennes épaves. C'est une région où il y avait beaucoup de commerce mondial, ce qui peut encourager le tourisme, notamment sous-marin. Et en même temps préserver les ressources aquatiques. On parlait tout à l'heure de sécurité alimentaire. Donc je parle des algues, je parle aussi des poissons. Et ce projet ne peut contribuer qu'à de la sécurisation de la région aussi. Parce que no angry fishermen, no pirates. C'est une règle d'or. Quand on a des petites pirogues et qu'on s'attaque à des bateaux dont le tirant d'eau c'est des vagues géantes, c'est qu'on est vraiment désespéré. On ne justifie jamais l'extrémisme, attention, jamais. Mais ce projet ne peut que contribuer positivement et concrètement à la création de dizaines et de centaines de milliers d'emplois. Je vous donne un chiffre. Par kilomètre, on est entre $6 000 et $10 000 de maintenance annuelle. Je vous laisse imaginer le nombre pour un projet de 5600 à 6000 km, nombre d'emplois créés pour les PME et les TPE locales dans divers secteurs avec une forte valeur ajoutée. Donc c'est de l'insertion des gens de la région, c'est la création d'emplois dans de l'ingénierie, dans de la pêche durable, dans de la transformation pharmaceutique, parce que les algues et compagnie peuvent devenir du magnésium marin et ainsi de suite. Donc c'est un projet qui est fédérateur et c'est une marque aussi, un beau projet de coopération entre nos amis européens et nos autres Africains, contribuant à l'électrification du continent. Et même nos amis, aussi bien américains que asiatiques, sont les bienvenus, parce que leur expertise, leur savoir-faire, il est là. Et 30 milliards, mon Dieu, on est en compétition avec personne. Au contraire, tout le monde a besoin de nous encourager. Et là, c'est un exemple de projet qui peut s'autofinancer lui-même, tout en attirant de par sa visibilité, sa transparence, son respect de la loi, l'investissement étranger, de manière concrète. On applaudit notre ami pour son excellente interview tout à l'heure. Merci, Madame Aude. Je respecte toujours l'ordre protocolaire. Je me tourne vers Dr Kautsar Biati, qui a un background médical et pharmaceutique, comme elle a eu l'amabilité de se présenter tout à l'heure, avec une question très directe. On parle depuis tout à l'heure de sécurité alimentaire, on parle de sécurité énergétique, existentielle. Quid, justement, de la sécurité pharmaceutique et médicale? Je vois Dr Raja, professeur Raja aussi Arzadi qui est en face. Donc, Dr Biati, the floor is yours. And your applause, please. Thank you. How can we, quick question, just actually it's the same spirit, how can we transform the current threats in the pharmaceutical and the medical sector into opportunities of developments, please? Yeah. So I am going to speak about a particular case that is happening in the US and that could be related to emerging economies such as Morocco and Africa. I'm going to introduce the governmental and business strategies that are put forward by the US government to build resilience of the pharmaceutical industries. All this happened, of course, after COVID, after they understood a lot of, that there were a lot of issues, and definitely in the context of the tensions between the US, China, geopolitical tensions, and trade tensions. So I hope that the description that I will provide will give you some perspective of the complexity of supply chains globally. I most importantly hope that it will be a waking call for the emerging economies to think about their own medicinal supply chains and population health sovereignty. So let me start by giving two definitions. In healthcare, two concepts are considered to be national security risks. Number one is the over-reliance. Number two is the non-reliability. So the over-reliance is when a country is dependent on another country for access to vaccines, for access to raw materials, or what we call the active pharmaceutical ingredients that go into the manufacturing of essential medicines, antibiotics, steroids. So that's one aspect of the over-reliance. The other aspect of the over-reliance is when a country is over-reliant on several contractors, say contract research organization, or what we call CDMOs, contract development and manufacturing organizations. So a study that has been done by the Department of Home Security in the US to understand what's going on in
supply chains across sectors found that there was an over-reliance. The second concept and that there were no satisfactory possibilities or alternatives to enable an easy switch, which is the most important things to complement the over-reliance or to complement the issue. The second concept is the non-reliability, and we have lived through this. Non-reliability can be due to safety standards, lack of safety standards, or it can be due to non-respect of quality, control quality standards as well. So we have lived this, Pfizer basically, lived this during the COVID pandemic when they realized that the early raw material that go into the manufacturing of their vaccine did not satisfy, it was manufactured overseas, and it did not satisfy their standards of quality. And so, as a result, they could not roll out the distribution of their vaccines globally. Imagine in a period of pandemic, everyone waiting for the COVID vaccine, and they could not deliver. They were non-reliable, a big company. And I am willing to think that this has determined somehow the results or the outcomes of the presidential elections in 2019. But that's another story. I am going to give you two alarming figures, and they were alarming enough for the Congress in the United States to promulgate a legislative bill that was bipartisan, that was voted by both parties. You know, there are two parties in the United States, and so a survey that was conducted by a drug industry organization, the equivalent of LEM in France or AMIP in Morocco, found that 80% of the biopharma companies have at least one contract with Chinese CDMO. Remember, CDMO is the Contract Development and Manufacturing Organizations. Moreover, 500,000 of American patients could be impacted if there were a disruption in the pharmaceutical supply chain. 500,000 for approved drugs, for approved medicines, say antibiotics, steroids, chemotherapy. Okay, so without firing any missile, just switching, you know, a geopolitical conflict. You depend on another country. All the fans are could be, or the taps could be closed. So that's a national security. That's the kind of national security risk that we are speaking about. So what did the U.S. do? The U.S. government decided to do? They promulgated a bill. They called it. You may have read that in the news, in the outlets. They called it the BioSecure U.S.-China Act. U.S.-China BioSecure U.S.-China Act. Why this is important? Because it has an implication. It has implications in the U.S. and globally. There are three implications. Number one is the cost of goods. Okay, the cost of labor in China is not the cost of goods in the United States or in Europe. So the cost of prices of medicine will grow, and I can tell you that the cost of medicine in the U.S. are very, very high, much higher than those in Europe or in Morocco. Number two is there will be, and I put this as a potential consequence, slower innovation. I will not go into the details of the mechanism by which, but please just trust me. There may be a great risk of slow innovation because of this interruption of this interruption in the relationships between the biopharma industry and the CDMOs. Because what I did not say, and excuse me for this, is that the BioSecure Act, the current legislations, urges biopharma companies to cut the relationships, the business relationships, with at least 5 big Chinese CDMOs. So
That's where we stand. And the reason why they said this, the reason why they decided this is over alleged security, national security risks. So I spoke about the implications in terms of cost. I spoke about the implications in terms of slow innovation in the US. That's not very good for the leadership of the US globally. And the most impactful implication, the most impactful consequence of that legislation will be on the global supply chains. Now, biopharma companies have to react. They have businesses, and they have businesses that are all over the world, and they have business relationships with China. So they have to respond to that. I wouldn't say coercive bill, but it's a legislation. So they have to abide by the rules. I think His Excellency spoke about the decoupling. That is one of the responses that major players have opted for. Decoupling meaning that there will be a supply chain for the West and a supply chain for China in terms of medicines, distribution of medicines. Other pharma players have opted for a nearshoring or a friendshoring. Friendshoring meaning that I will manufacture plants in countries that are my allies or my friends. For example, some companies selected Ireland to build a manufacturing plant and to serve the commercial operations in Europe. I think, and I will end my talk by this, the most forward-looking response or business strategy, the most forward-looking one is the one that will create a duplication or a redundancy in the supply chains by leveraging something that is called biomanufacturing. I am asking for your attention here because we are entering a new era of economy named the bioeconomy, in which biomanufacturing will be essential, where we will manufacture critical materials in different ways by leveraging microorganisms, viruses, etc. And that bioeconomy is worth trillions of dollars, and we will be the emerging economies. We would be part of it. It will create jobs, and it will solve. It may also solve our supply chain resilience and ensure our health sovereignty. So that's what I wanted to say, and I thank you very much for your attention. Thank you, Kautar. We all listen to you with great interest. Je demeure fidèle à ma promesse, donc je vais switcher en français et rapidement cette fois-ci pour essayer to bridge actually with you, Erdemli. Just 1 second. Alors, Madame Biati, Dr Biati a fait le choix de partager avec nous l'expérience de nos amis américains. C'est un choix très respectable. On connaît tous en fait le poids du secteur pharmaceutique et de l'industrie pharmaceutique aux États-Unis. Et certainement que c'est une grande question, parce qu'il vient d'y avoir des lois qui viennent de sortir, ce qu'on a entendu, et il y aura aussi une autre administration qui doit prendre aussi le relais au mois de janvier. Donc c'est un sujet d'actualité aussi très important pour nous tous. Je me rappelle pendant le Covid, l'une des premières fiches que j'avais établies était sur les APIs. Je parle sous ton contrôle, Kautar, Active Pharmaceutical Inputs. C'est parmi les premiers points d'interrogation quand il y a eu la crise de Covid. C'est de se poser la question, OK, on veut bien avoir la souveraineté, mais est-ce que chaque pays, ou chaque cluster de pays, ou chaque groupe de pays a la capacité de développer toutes les APIs dont il a besoin, tous les éléments biologiques? La question automatique, c'était non. Et pour certains pays, c'était non tout court. Pour d'autres, c'était à hauteur de 15%, pour d'autres, à hauteur de 30%. Tout simplement parce qu'il y a une clusterisation de ces API ailleurs. Mais je ne suis pas l'expert et je n'ai jamais... justement, je vous prépare pour que vous y reveniez par la suite, et c'est important de vous écouter, en respectant l'expertise de chacun. Ceci dit, si on comprend bien, il y a 3 choix. Premier choix, on reste comme on est, un monde globalisé, une dépendance entre les différentes composantes de la chaîne de valeur,
Il semble que c'est un schéma qui n'est plus aussi indiqué que ça. Je dis bien au subjonctif, au conditionnel. La deuxième des choses, on passe à une souveraineté médicale qui, elle aussi, on peut le dire automatiquement, n'est pas possible pour la majorité des pays du monde. Donc, le troisième choix serait une certaine de codépendance par clusters régionaux. C'est vers cela qu'on pourrait partir. Et de ce fait, étant africain et étant en terre d'Afrique, on se doit de se poser la grande question, nous autres Africains, tout en étant ouverts aux investissements, à la technologie, au savoir et au partenariat avec nos amis européens, qui eux aussi ont besoin de l'émergence d'un cluster de proximité qui peut les livrer et les servir en des délai time assez rapides et assez courts. Dans quelle mesure on peut travailler ensemble pour faciliter l'homologation, parce que c'est le plus grand des problèmes. Parfois, on a des médicaments qui sont parfaits quand on les fait en sous-traitance, mais quand on veut les développer en propre, on n'arrive plus à les exporter. Donc, c'est une grande question à se poser. Comment peut-on travailler en bonne confiance avec nos amis européens qui, en ce moment même, sont en train d'ériger leur stock de sécurité en matière de médicaments? C'est une réalité. Il y a déjà une rupture. Si, en plus de la rupture, par rapport à une demande actuelle, on érige des stocks de sécurité, ça veut dire qu'il y aura encore plus de demandes. Comment peut-on honorer cela? Et c'est toujours en fait dans le besoin qu'on construit des relations sereines. On a dit qu'on devait être créatif pour la création de valeurs mutuelles. Comment être profitable pour leurs besoins actuels en période de risque, pour ne pas dire en période de conflit armé ou en période de guerre? Comment peut-on contribuer justement à complémenter ces stocks de sécurité tout en développant aussi une industrie panafricaine ouverte au monde, à l'investissement mondial, ouverte aux différents labels internationaux, nos amis américains, nos amis européens, aussi à des labels panafricains, asiatiques, nos amis panafricains. Donc, comment cette menace peut-elle devenir une opportunité? C'est aussi une deuxième question que je lance, pas uniquement à Kautsar, mais à nous tous autour de la table, parce que je suis en train de préparer le grand débat qu'on se doit tous l'avoir. Et troisièmement, on a vu pendant le Covid que plusieurs pays africains, 3 en tout cas, ont lancé des initiatives de clusters. Mon pays, le Maroc, en faisait partie. Le Nigeria a essayé aussi de lancer la même chose, notamment en luttant contre la fraude, contre les médicaments imités, les médicaments frauduleux. Une grande catastrophe dont on souffre dans notre continent africain. Et je nommerai aucun pays en tant que soi, parce que vous serez surpris en fait de la nature des pays qui exportent, parfois même sous forme de dons, des médicaments qui sont déjà périmés ou bien qui sont frauduleux. C'est une réalité sur le terrain. Donc on a besoin, ne serait-ce que pour les médicaments grandement consommés dans notre continent, d'avoir une demande. Le cluster médical, en fait, justement, qui a été lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, voulait et veut toujours honorer cet engagement et répondre à ce besoin la main dans la main avec nos amis africains, dans l'esprit d'ouverture avec nos amis du Nord. Troisième des choses, c'est de la recherche et développement. Dans l'excellente intervention de Mme Kautsar, elle a parlé de slow development, justement, et le risque que nos amis américains risquent de perdre, justement, leur avantage stratégique, leur initiative stratégique en matière d'innovation. C'est toujours que les États-Unis ont toujours été une terre d'innovation. Alors, et le sont toujours. Alors, on a aussi un problème par rapport à ça, parce qu'il y a des maladies aujourd'hui qui sont devenues purement africaines, ou qui n'existent plus en masse qu'en Afrique. Pas besoin d'être un génie pour savoir que le malaria aujourd'hui, principale zone de décès du malaria, c'est le continent africain. Et justement, on se doit de développer des médicaments pour anticiper, mais aussi pour régler ce problème, ce fléau, de la manière la plus simple et la moins coûteuse et la plus efficace possible. Et ça ne peut se faire qu'entre nous tous, Africains, encore une fois. Donc ça, c'est des sujets de réflexion qu'on va poser. Last but not least, my dear brother, Dr. Erdemli, I will be speaking in very slow English because I promised him to do that. Thank you again for being with us. I know that it's a very harsh exercise for you to speak in English, but we have a lot to hear from you. You come with a strong background of finance, but you also actually come from mixed background. You know Africa well, but you know also Europe and Germany well. In your opinion, how can we transform the threats of current disruptions in the value chains into opportunities? Under your applauses, ladies and gentlemen, please. Thank you. Thank you for the introduction and for the interesting comments from the participants. I'm honored to be part of the MIDES International Forum, which takes place every year under the patronage of His Majesty King Mohammed VI. MIDES plays an important role in developing trade and opening up new markets, especially in African countries.
This important role brings us investors with a variety of industries and leading figures from business and politics together. I would like to start with Europe. Currently, the economic recovery in the euro area is slight. Not only in Europe, but a global economic problem can be observed. The global economy is growing, but exports are reacting less strongly. This means reduced competitiveness is an important explanatory factor for weak exports. This, in turn, also represents a problem for African countries. Last year, I traveled to several African countries with a delegation from Turkey, from our President Erdogan, of investors and politicians. I had the opportunity to communicate with heads of state and ministers. My impression, above all, low capacity utilization and uncertainty are putting a strain on investments in supply and value chain in Africa. For this, I have some key points. Money is abundant. We are in a unique position where capital is available all around the world. There are many funds and financial instruments that have liquidity to finance bankable and ready-to-go projects. However, it's about directing this capital effectively. We must create pathways that ensure funds are channeled into projects that foster sustainable growth. As we move around the world, especially in African continent, you see such opportunity, but with the private sector's investments community need to come out with innovative solution. The next point, one-stop shop investors. Establishing a centralized platform that serves as a one-stop shop for investors can streamline processes. This platform would facilitate connections between investors, local business, and government entities, creating an ecosystem that encourages collaborations. The next point, consultants as business facilitators. It's essential to have consultants who are not only experts in investment, but also possesses international experience and cultural proficiency that can bridge gaps, ensuring that ideas are communicated clearly and effectively, thus avoiding the pitfalls of loss in translation. My next point is ensuring strategy partnership. I advocate for the formation of consortiums where businesses come together along the value chain. By pooling resources and expertise, we can rapidly execute projects across different sectors. This collaborative approach will enhance project viability and success rates. The last point, maybe a dual strategy for investment. We need to develop a dual strategy that allows investors to operate both in Africa and abroad. Investment funds in Africa should finance local projects, while simultaneously allowing for a portions of the capital to be invested in Europe or other regions. This approach not only diversifies risk, but also accelerates investment processes. Maybe role of government. Governments play a critical role in creating a conducive environment for investment. They must provide guarantees, security, and regulatory frameworks that encourage private sector's participation. A growth mindset is essential. Business aim to generate profits and governments seek social benefits and infrastructure development. In conclusion, successful investments, regular strategic collaboration, clear communication, and supportive government policies. By working together, we can unlock the potential for transformative economic growth across Africa and beyond. And finally, I think that an effective dialogue will lead to a sovereign policy to solve the problems of the African continent. Majesty King Mohammed VI say a wise word, Africa must trust Africa. But, thank you. It's a wise word, but here is this critical question. How do we
managed to create commitment. My slogan, from Africa we can change the world. Yes, the world can be changed throughout Africa, but change must also begin in the minds of individuals. Be ready, and the result is important. Africa, either you understand it or you don't want to understand it. I understand it. Thank you for your attention. For somebody that is not used to speaking English, you did great. Thank you very much, Cora. Much better than I. And you made my sisters happy, so. Wonderful. Quick bridging question. Then we open actually the discussion to the public, including the panelists. So everybody actually has the right to participate. May I just actually, and let's do it quickly before they ask me to empty the room. That's my only challenge. Thank for my professor. I mean, thank you. Brother. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Thank you very much. Thank you, Koray. Thank you very much. J'ai compris, tout de suite. Si vous pouvez juste l'aider à éteindre le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont un panel à 16h15 NR. Donc, ils sont très stricts et on respecte ça. Et on va essayer, en fait, de faire très rapidement. Et je vous inviterai par la suite à prendre une photo de groupe aussi qui fait partie du protocole. Un point rapide en 1-2 minutes. OK? Je vois qu'il y a Sim Stafa en face de moi. Je vois qu'il y a Sim Stafa en face de moi, CEO de FENER. Donc, on parle d'acteurs internationaux de la logistique. I will switch back actually to my dear brother, to His Excellency. Automatically, can we speak about the emergence of Africa without supporting African champions in economy? I think actually it's a real question that deserves to be asked, especially we are highlighting Africa here. We talk about Ethiopia. Ethiopian Airlines is a major in Africa, as Lagam, as others. And they are favoring actually cargo transportation, but also passengers transportation. My question to you, and it's open, how actually the emergence of African leading companies can help us actually achieve this goal of sustainability and also of preventing disruption in the value chains? Probably the best example in terms of resilience and disruption of value chain is, I believe, Ethiopian Airlines. In 2013, do you remember the pandemic we had in Africa? This was Ebola in West Africa. When Ebola started, all airlines stopped flying to Liberia, Sierra Leone. The only airline that continued to fly during that time was Ethiopian Airlines. COVID-19 came. And while to Guinea, he's speaking about Sierra Leone and Liberia. Yeah, yes, the West right. Africa. And Lagan continued to Guinea, Conakry, into other countries. That's also right. Yeah. So what I wanted to highlight is that the presence of Ethiopian Airlines during that crisis helped so much for the countries to cope with the pandemic. In 2020, COVID-19 came, and the first impact was the stoppage of flights to China. All African airlines flying to China stopped flying. And the only airline that continued to fly throughout the pandemic to China and between China and Africa was Ethiopian Airlines. What is the implication? All the face masks, COVID testing kits, all were coming from China. So this is one element that really shows us the importance of logistics. And when we come to Ethiopian Airlines, it used the COVID crisis for expansion and for growth. What has happened was in 2010, Ethiopian Airlines revenue was only 1 billion with 30 aircrafts. Last year, its revenue was $7 billion and 150 commercial aircrafts. And the biggest expansion happened during COVID-19. The government didn't give subsidy like all European or American or Asian airlines. It survived on its own. It used the opportunity to expand its cargo capacity. Many of the passenger aircrafts were converted to cargo during that crisis. It diversified its business structure, and it was the only airline flying to many, many countries. This brings us to the importance of logistics. Logistics is absolutely important and resilient,
And I cannot close this point without highlighting the importance of Tanger-made complex, because we are in Tanger, and the Moroccan government has taken strategic move to develop a mega billion project that is not only relevant for the industrial chain of the country, Morocco, but that has also become one of the world-class complex ports. So this really shows us that building resilience cannot happen without not only the positive or supportive role, but without the strategic role and political commitment of governments. It can only happen with that level of commitment. Thank you. 100%. Ethiopian Airlines is a pride for all of us African. Royal Air Maroc is a pride, and all actually our champions in this continent are our pride. And we really actually trust on that, and we would like to support that. Et je me rappelle, j'étais en 2016 en Guinée-Conakry, le lendemain de la fin de l'Ebola. C'était une délégation officielle. Monsieur le Premier ministre de la Guinée à l'époque a remercié Sa Majesté le Roi du Maroc d'avoir offert le gîte et le couvert. Le gîte et le couvert, qu'on a écouté avec beaucoup d'humilité au peuple guinéen, parce qu'on était les seuls à avoir gardé ce pont. C'est des ponts humanitaires, c'est des ponts humains, panafricains, des valeurs humaines, mais on ne peut pas les faire si on n'a pas les acteurs logistiques et économiques. Et ce qui se passe pour l'aérien doit se faire aussi pour le maritime. On doit encourager en fait ça, le port de Dakhla, à travers le port de Djibouti, à travers des compagnies maritimes en fait interafricaines. Donc ça c'est un point à retenir pour les gens qui vont faire en fait le PV de la réunion et les recommandations. Juste, je vais en fait donner la parole en 3 minutes en fait pour les gens en fait dans la salle, et on continuera la discussion après, avant qu'on nous invite à quitter. Madame Blaoui, docteur, et par la suite, je passerai à l'autre bout de la salle. Madame Blaoui, vous êtes directrice générale de l'ICDT, 57 pays membres, bonne connaissance du continent africain, excellente connaissance. Comment peut-on justement prévoir en fait une émergence du tissu économique africain et pallier aux problèmes de résilience en fait actuels? En 1-2 minutes, s'il vous plaît. Okay. Merci beaucoup, professeur Larité, d'abord pour m'avoir invité à cette vraiment excellente table ronde. Merci beaucoup aux panélistes de très 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 haut niveau. Moi, je voudrais juste, avant de répondre, exprimer ma satisfaction aujourd'hui de voir tout le travail que nous faisons au niveau de ICDT converger vraiment avec les grandes tendances mondiales. Nous avons 3 projets stratégiques pour l'année 2025, les années 2025-2028, et qui sont: premier projet, c'est souveraineté sanitaire du continent, en tout cas des pays membres de l'OCI qui sont en Afrique. Nous sommes 22 pays africains membres de l'OCI. Donc, un des projets importants que nous sommes en train de mener aujourd'hui, c'est la souveraineté sanitaire de ces pays-là. Un projet en partenariat avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui vient de lancer dernièrement, notamment aux Assemblées générales des Nations Unies, un grand programme pour soutenir une liste de pays africains dans des secteurs prioritaires en matière de santé, donc notamment les vaccins, un certain nombre de produits. Et donc là, on est en train de monter une plateforme d'investissement pour encourager les investisseurs de l'OCI, et ils sont nombreux, Afrique du Nord, pays du Golfe, mais aussi du monde entier, pour venir investir en Afrique et justement éviter tous les problèmes que nous avons vécus pendant la période du coronavirus. Deuxième projet extrêmement important que nous sommes également en train de mener, c'est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, la même chose. Donc, on fait des forums d'investissement partout dans ces pays et nous avons identifié une série de projets structurants en matière de sécurité alimentaire. Et là, nous sommes en train de monter une plateforme d'investissement pour ramener les investisseurs potentiels dans ces secteurs-là. Troisième projet important et qui converge avec tout ce que vous avez bien voulu présenter, ce sont les corridors. Donc, on a parlé du corridor énergétique, le pipeline Nigeria, Maroc et Europe. Tous nos projets avec nos partenaires qui sont nombreux, des organisations internationales, des banques régionales, c'est d'accompagner tous les corridors existants par des corridors économiques. On ne peut pas avoir un corridor énergétique si on ne travaille pas l'aspect économique pour développer justement. Et quand je parle corridor économique, donc c'est la réglementation qu'il faut, c'est la création des emplois, c'est le soutien des PME. Madame a été très éloquente par rapport à ça.
c'est le financement, ce sont les normes, la formation, les ressources humaines. Donc, et tous les projets qu'on mène aujourd'hui à ICDT, c'est d'accompagner les corridors existants. Donc, il y a le corridor énergétique, mais il y a aussi le corridor des pays du Sahel, que nous sommes également en train d'essayer de soutenir pour en faire vraiment de vrais corridors qui fonctionnent. Dernier point, et je termine, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, ce n'est plus un choix, c'est une nécessité. La digitalisation à tous les niveaux. Monsieur a parlé du e-commerce, donc c'est un aspect, mais il y a également la facilitation du commerce. Donc nous avons aussi un projet extrêmement important avec l'Alliance globale du commerce, et c'est pour digitaliser tous les documents du commerce, et tout ça pour faire gagner du temps, faire gagner de l'argent et intégrer le continent africain au reste du monde. Merci. Bravo, sans commentaire, bravo pour l'excellent travail que vous faites avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de résilience aussi. Docteur, avec votre permission le plus direct, le plus bref possible. Merci, cher ami. Et merci pour Meddes qui nous invite. Je suis le docteur Al-Hafid Oualalo, vice-président de l'Institut marocain des relations internationales, mais ma profession, c'est pharmacien, biologiste, épidémiologiste. Je travaillais beaucoup sur le Covid et diplômé de l'Institut Pasteur de Paris. Donc c'est un dossier que je connais très bien depuis les années 80, et surtout actuellement on parle de sécurité et de souveraineté. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux concepts. On peut arriver à une sécurité par vraiment des partenariats, mais c'est impossible d'avoir une souveraineté dans ce domaine, étant donné que nous avons les principes actifs, c'est-à-dire les matières premières, nous avons aussi les excipients, tout ce qui va avec le principe actif, et vous avez aussi la réglementation qui est très importante et les standards. Et dans ce domaine, je vous informe que le marché international des médicaments est dominé par les multinationales pharmaceutiques, qui dominent 80% de ce marché et qui ont les moyens, le financement et la présence de la recherche pharmaceutique qui, avec leurs filiales, dominent bien sûr le monde. Et c'est eux qui font l'innovation, et c'est eux qui nous donnent les médicaments les plus innovants, mais aussi les plus chers. C'est surtout pour les maladies chroniques telles que le cancer et tout ce qui est cardiovasculaire. Et ne pas oublier que nous sommes tenus à respecter... Je n'ai pas envie de vous interrompre. Oui, je termine tout de suite. Tout de suite, s'il vous plaît. Avec ces multinationales, vous avez l'innovation égale brevet. Et ces brevets sont protégés par l'OMC pendant 10 à 20 ans. Et on n'a pas le droit de les fabriquer si on n'a pas l'autorisation de ces multinationales. Well taken. Ça rejoint ce qu'elle disait tout à l'heure. Beaucoup de choses à vous dire. Merci, mon ami. Magnifique. Il n'y a que des lions et des lions autour de cette table. On commence toujours par la femme. J'ai envie de faire intervenir des femmes avec votre permission, parce qu'on n'écoute pas assez les dames dans ce continent. Donc, j'ai envie qu'on écoute au moins autour de cette table davantage de dames. Mais vraiment en un mot pour vos résiliences et comment transformer la résilience en une opportunité. Je commence par son excellence, Madame l'ambassadeur, Mariam Ba, Latefa et Dr Arzedi. Bonjour à tous. Merci pour votre intervention, et vous étiez tous très très intéressants, c'était très constructif. Pour ma part, vous avez dit quelque chose tout à l'heure par rapport à la production en Afrique et à la demande en Europe aussi, et aux manières dont on devrait coopérer. Je ne vais pas rajouter là-dessus, de toute façon on nous attend pour qu'on quitte la salle. En tout cas, je vous remercie beaucoup, c'était très intéressant, et bonne chance pour la prochaine. Merci. On est aligné. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Bonsoir à tous. Merci pour ce beau panel. Je n'ai pas à m'attarder. Comme Monsieur Lagdi l'a bien dit, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Sa Majesté le Roi. Sa Majesté le Roi. Aller à la base, travailler avec les Africains et faire confiance aussi au leadership féminin. C'est très important. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup. Madame la Présidente. Alors, Latifa Chakri, je voudrais ajouter une réflexion. C'est celle de la médecine alternative. Nous avons effectivement un problème de dépendance au niveau de la santé et de l'accès aux médicaments, mais nous devons aussi développer notre manière africaine
de pouvoir se guérir. Comme vous savez, évidemment, tous les médicaments sont faits avec des plantes, n'est-ce pas? Et nous devons aujourd'hui également développer notre médecine alternative. Et ce sera le mot de la fin. Docteur Arzadi, professeur Arzadi. Merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Il y aura un panel le vendredi par rapport à la santé où on pourra échanger beaucoup plus, mais c'est pour confirmer ce que vous avez dit. C'est un secteur complexe, vital. Sans le secteur et sans les rapports dans la santé, on n'a pas de vie. Hein. C'est un secteur vital. Et c'est un secteur essentiel pour le développement. C'est le pilier de développement d'un pays. Et pourtant, on a besoin, on l'a vu avec le Covid qui a mis à nu ces systèmes de santé, on a besoin d'une santé mondiale, on a besoin de coopérer ensemble, on a besoin de s'entraider, d'une solidarité. C'est peut-être le secteur où on ne peut pas se permettre des concurrences extrêmes, féroces que l'on voit. Merci. Professeur Lopez Tavares, Monsieur le ministre des Affaires étrangères honorable du Cap-Vert frère, s'il vous plaît. Merci mon cher ami. Je voudrais juste dire que je suis très ravi d'être là et d'entendre les gens aussi compétents dans des domaines très pointus. Et vous savez, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense, j'ai participé pour faire la paix comme diplomate, et je ne dis pas pour faire la guerre parce qu'on est un havre de paix, comme vous le savez, le Cap-Vert. Donc, j'étais aussi ministre de la Défense, où j'ai discuté des questions sécuritaires de par le monde. Vous savez, le monde a aujourd'hui 3 grands défis, à mon sens. Un défi alimentaire, prioritaire, plus important. Un défi qui relève de la sécurité sanitaire, et ensuite la sécurité climatique ou environnementale. Mais aujourd'hui, avec tout cela, nous avons un problème, ou un dilemme, plutôt un problème, qui est la question qui vient superposer sur ces 3-là. C'est la question géopolitique. Le monde change à une vitesse incroyable, avec des regroupements de pays et d'intérêts. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique doit être unie, forte, doit promouvoir l'innovation, la compétence, la science, les sciences, pour pouvoir exister en tant que continent et surtout régler ou influencer le règlement de ces 3 défis que j'ai relevés: alimentaire, sécuritaire, climatique ou environnemental, parce que la tendance, c'est que les nouvelles alliances qui vont arriver en 2025 déjà, à partir de janvier 2025, et vous savez de quoi je parle, vont être de nature géopolitique. Donc faisons très attention. Merci. Pas de conclusion, mais par contre une invitation avec votre permission, parce qu'on a vraiment dépassé le temps et on arrête tout de suite. Je prends 1 minute et j'honore aussi en fait cet engagement-là. Please come to my session. Please come to my session. Ce sera avec Friday, plaisir, Kautar. 5:30 on climate resilience. Can we close it and then promote it? With pleasure. We will all be at her session. Maintenant, at her session also and at their session. Maintenant, le plus important, c'est que ce n'était pas une fin que de nous réunir. C'est beaucoup plus un début. On a remarqué que même sans synchronisation, on parle tous des mêmes priorités. La paix, la stabilité d'une part, la prospérité d'autre part. Un engagement où nous autres Africains, on se fait confiance les uns les autres, loin de tous les dogmes. Mais dans l'ouverture vers le monde, vers nos amis américains, je vois qu'ils sont nombreux dans cette salle, vers nos amis européens, très présents dans cette salle, vers nos amis asiatiques, australiens aussi, même s'ils ne sont pas dans cette salle, vers tous nos amis de par le monde. On a besoin de développer un nouveau narratif, mesdames et messieurs, où l'Afrique n'est pas en train de mendier, où l'Afrique développe des projets, où l'Afrique développe des solutions dont le monde a besoin, dans la santé, dans la sécurité, dans l'énergie. Mais avant tout, ces solutions doivent fonctionner. Pour qu'elles fonctionnent, il faut que nous tous, Africains, on se fasse confiance les uns les autres. Ce fut une magnifique, magnifique session. Je vous en remercie. J'invite tout le monde, panélistes et non panélistes, à me rejoindre pour prendre une photo et à continuer vos échanges par la suite. C'était Amil Laridis, c'était un honneur d'être des vôtres. Merci.